Donc, 24 octobre de cette année, et donc cette chose que je voudrais mettre en mots, et je sais pas comment faire d'ailleurs, donc qui s'intitule Ô misère, ô comment dire, désolation et fin du monde, puisque on fait un retour en arrière, une régression terrible, une régression vers les bas, les âges, comme on dit, d'une certaine indécence, voilà, ou en tout cas, je pourrais appeler ça comme ça, sale arabe. On est là dans l'infra rapport. C'est pas établir un rapport avec l'autre que de le traiter de cette façon. Ce n'est pas c'est d'essayer de façon lamentable de créer une distance. Ah, évidemment, n'oublions jamais que le savon dont on se sert en France vient des Arabes, donc les Arabes ne sont pas sales, mais peut-être que le mot sale est beaucoup plus large, il est plus dans le sens où le prendre surtout peut-être, ou un versant, dans un de ces versants, c'est peut-être métaphorique. Sale, parce que pas net, parce que ni blanc ni noir, parce que c'est pas très clair. C'est pas très clair comme couleur, c'est pas très clair comme genre humain, c'est quoi un arabe? Donc on pourrait dire sale arabe, dit-elle, pour que finalement c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Donc la situation s'est présentée de cette façon. Donc je marche comme un vieux, le dos un peu courbé, mais je marche. J'ai de la route à faire, j'ai décidé de marcher à pied, donc au lieu de prendre le bus, je marche. Et comme ça, je passe devant une jeune fille, plutôt brune, même si je vois pas bien, mais elle m'apparaît quand même assez brune. Puis elle s'adresse à un garçon qui était accolé à un mur et qui était en train de consulter son téléphone. Donc elle le traite de arabe. Donc elle a dû dire sale arabe, mais le mot sale, elle a dû le dire sur un ton plus bas, et ça s'est terminé donc par j'allais dire l'épithète, ou je sais pas, la phrase est donc arabe. Donc on comprend, on saisit, donc le garçon jeune, un adolescent ou un préadulte, en tout cas pas très âgé, par rapport à elle devait avoir 15 ans, lui 18 ans maximum, donc c'est vraiment le même art. J'ai peut-être cru ou peut-être espéré que cette insulte comme ça a été adressée par comment dire par une sorte l'inversion dans l'adresse que l'on envoie à quelqu'un. Donc finalement, au lieu de dire de faire la louange de quelqu'un, on le discrédite, on l'insulte. Donc peut-être, je me suis dit, c'est quelqu'un qu'elle connaît, elle a une manière de lui dire, de lui faire passer un message, mais c'est un message inversé. Faut pas comprendre, faut pas prendre le message au sens premier, au sens littéral. Donc, non, puisque lui, il a répondu pardon, il a posé la question. En fait, il a essayé d'obtenir un éclaircissement. Qu'est-ce que tu aurais dit
Il a dit juste pardon. Un pardon qui veut dire, mais c'est, vous avez dit quelque chose? Vous vous adressez à moi? Vous avez dit ce que je pense que vous avez dit? J'ai pas, donc, elle est partie, j'imagine, moi j'ai continué à marcher. Évidemment, l'insulte ne m'était pas adressée, moi, j'ai l'air d'un arabe, mais un arabe vieux, donc, au regard d'une jeune, d'une pré-ado ou d'une ado. Je peux pas dire que mais j'ai une réaction. La réaction, moi je me suis senti concerné. Pourquoi suis-je encore concerné par cette chose-là, alors que je suis sur la fin? Donc c'est aux jeunes de régler ça entre eux. Et finalement, je me suis dit, un arabe, ça impressionne aujourd'hui. L'arabe d'aujourd'hui n'est pas l'arabe d'hier. Il dit pas messieurs, il dit pas s'il vous plaît, il dit pas bon s'il te plaît, il n'est pas là, il s'écrase pas. Un arabe il s'impose et puis même il peut être lui à l'origine de la violence, d'un acte de violence même gratuit. Mais c'est à son tour, c'est au tour de l'arabe d'être violent, de faire de la violence gratuite, peut-être un peu, comment dire, oui, à une certaine époque, on frappait l'arabe. L'arabe était victime de violence juste parce qu'il était arabe. Passons sur le fait qu'il ait l'impression d'être un arabe, qu'il donne l'impression d'être un arabe, en fait, c'est un berbère. Donc là, on va pas chercher, hein, c'est une affaire entre eux. D'ailleurs, ils se ressemblent tous. Berbère, arabe, c'est kiff-kiff. Donc c'est marrant parce que finalement, c'est pas marrant du tout, mais paradoxalement, un berbère qui est fier de sa berbérité en France, il va se faire insulter, traiter de sale arabe. À la rigueur, il aurait préféré peut-être sale berbère. Mais bon, c'est une invention qu'il faut inventer, c'est une insulte qu'il faut inventer. Donc tout cela, je garde en mémoire sale juif, parce que là, les choses ont une histoire, ont une antériorité, les choses ne sont pas comme ça. Il y a eu le sale juif, peut-être qu'avant le sale juif, il y a eu autre chose, le sale vandale ou le sale, j'allais dire le sale boche. Là, il y a eu aussi le sale boche, mais c'est plus récent, c'est presque de notre époque. Mais il y a eu, j'imagine, du côté des Romains, il devait y avoir sale germain, sale barbare. Je sais pas comment ils s'adressaient à ceux qu'ils voulaient blesser. Donc, ils voulaient déconsidérer. Donc, les termes de déconsidération à l'époque antique ou à l'époque pré-antique, je sais pas comment faisait l'homme à ses débuts pour insulter un autre homme, pour le dégrader, voilà. Mais j'imagine qu'il y avait des manières, qu'il y avait quelque chose. Donc chaque groupe humain avait ses codes pour dégrader un de ses membres ou un étranger à son clan, à son groupement. Donc le sale arabe, c'est immédiatement, voilà, le sale boche est revenu, mais c'est plutôt le sale juif, parce que le sale boche, bon, ça dépend, c'était lié à un contexte politique, militaire, etc. Mais le sale juif, c'est une insulte qui, elle, a dû accompagner les juifs pendant des siècles. Et ce n'est pas seulement en Europe occidentale que cette insulte devait être pratiquée, mais aussi, j'imagine, dans d'autres pays dans lesquels il y avait des minorités juives, notamment chez nos fameux arabes et berbères. Il devait y avoir un traitement et des insultes réservées aux juifs. Et c'est là le problème, c'est que finalement, il devrait y avoir une sorte, les arabes peuvent aujourd'hui, l'objet d'insultes peuvent traiter les juifs de sales juifs.
Donc, on a quelque chose qui n'est pas clair. Un juif anciennement victime en Europe de pogroms et de meurtres de masse, disons-le clairement, il devrait plutôt, l'arabe qui lui aussi victime d'une longue série d'une longue série de massacres, etc. Et donc il devrait plutôt être solidaire. Il devrait être un peu solidaire, dans le sens, oui, on est des cousins, même si peut-être que c'est pas vrai, mais on va dire, on n'a pas des sémites, mais on est quelque part, on a des intérêts en commun. On a une situation, si on est une minorité, cette minorité doit plutôt se mettre en comment dire, se regrouper pour pouvoir se défendre, même si les juifs aujourd'hui, heureusement pour eux, ne sont plus victimes de politiques de dénonciation ou victimes d'actes. Nous parlons là de choses beaucoup plus massives que le simple incident. Là, il y a des incidents qui sont finalement, qui ont pour objet, dont sont victimes des juifs, mais comparé à une époque où il y avait comment dire, des événements très très graves, donc qui pouvaient mettre la vie de centaines de milliers de gens en cause. Donc le problème est aussi leur vie matérielle, leur propriété, etc., qui devait être l'objet je sais pas comment dire, de spoliation, etc. Donc les biens des Juifs et et ça c'est assez courant, que ce soit pendant l'occupation en France ou que ce soit ailleurs, c'est une pratique. Les Juifs ils vivaient dans une précarité quant à leur sécurité matérielle. Évidemment, on peut pas comparer. En France, on ne peut pas comparer le long chemin de souffrance des Juifs et finalement créer une égalité. Les Arabes ou les Berbères, peu importe, ceux qui ont un faciès nord-africain, comme on dit, finalement en France, ils sont présents en France depuis, on va dire, un siècle, ce qui fait que un siècle et quart, ou quelque chose comme ça. Donc finalement, l'antériorité, elle n'est pas très très importante, tandis que les Juifs, c'est depuis, à dire depuis le Moyen Âge, ou même peut-être depuis bien avant, depuis je sais pas, la chute de l'empire de Rome ou des choses comme ça. Donc finalement, on va dire que peut-être des Juifs romains se sont exilés en Gaule, j'en sais rien. Mais en tout cas, il devait y avoir des choses par rapport pendant la peste. On a dû là aussi avoir une politique anti-juive, dire que peut-être les Juifs, incomber, faire porter la responsabilité de l'épidémie aux Juifs, etc. Donc c'est vraiment une très longue histoire et on peut pas comparer. Donc ça, Juif, c'est beaucoup quelque part, c'est beaucoup plus grave, et ça plonge ses racines dans le passé que ça l'arabe. N'empêche que ça vous secoue, évidemment. Et donc, par rapport à cette question, à un moment donné, dans mon parcours, un peu de sensibilité à ces questions, j'avais pensé, je m'étais dit, je vais prendre la condition juive de Sartre, et je vais en faire une sorte de, comment dire, remplacer le juif par l'arabe. Et ça me paraissait s'appliquer
totalement. Ouais. D'une certaine façon, ça m'apparaissait correspondre. Donc il y a une sorte de transversalité, il y a une sorte de proximité, voire même une sorte d'identité des situations, une sorte de voilà. Donc, et on se retrouve quelque part. N'oublions jamais l'histoire des odeurs corporelles en Europe, ce qu'il en était il n'y a pas si longtemps, etc. Toute cette histoire des odeurs, des parfums, et c'est vraiment un cheminement. Et donc la découverte du savon, enfin le fait, l'importation du savon suite aux expéditions en Orient, comment on appelle ça, les croisades, donc finalement. Donc parmi les choses en retour, comme quoi il y a eu au moins un bienfait à ces croisades, et ben c'est le savon. Donc le savon, j'imagine, voilà, le savon au moins, donc dans ses principes actifs, ben, ça permet de faire un peu, de faire partir les couches de saleté. Il y a cet effet, l'effet de mousse, et ces agents nettoyants font partir un peu la crasse et les odeurs, etc. Ça, quelque part, ça a dû donner, les gens qui ont rencontré le savon pour la première fois ont dû ressentir une joie, un sentiment de renaissance. Seulement, les Arabes, ils renaissent pas tous les jours. Les Arabes, chez eux, ils renaissent pas tous les jours. Mais ils renaissent une fois par semaine, mais alors ils se renaissent de façon extraordinaire. Les bains morts, peut-être empruntés aux Romains, d'accord, mais les bains où après les Romains, enfin les Turcs qui les empruntaient, mais en tout cas les bains permettent une sorte de nettoyage en profondeur. Là, il y a un récurage de tonnerre, il reste rien, tout est nettoyé à fond. Et aujourd'hui, on découvre les bienfaits du lavage espacé, très mauvais pour la faune, pour ce qui finalement vit sur notre peau, pour la santé de notre peau par rapport au comment on appelle ça, au biote, par rapport à ce qui est finalement vit sur notre peau, qui nous protège par rapport à toute une alchimie de la peau, fonctionnement de la peau. Donc il faut pas se laver trop souvent. Donc une fois tous les 2 jours, voire plus. Donc ça ne sert strictement à rien de se laver tous les jours. Mais il y a pour un Arabe qui se lave, un Français est quelqu'un de sale. Parce que si on vient frotter le Français, on va tout de suite partir avec de la peau, avec des sortes de colombes, de choses là, de couleur foncée, marron foncé, gris foncé, je sais pas, une couleur pas appétissante. Très facilement, ce que l'arabe dit sale va s'appliquer à faire, c'est qu'il va enlever cette couche, il va se récurer avec de la pierre, quelquefois avec la pierre qui arrache, une pierre qui doit être vraiment, qui doit faire mal pour, voilà, le principe, accepter la souffrance pour, donc, on se fait mal, on se récure à fond, jusqu'au sang presque. Donc il y a là une sorte d'application presque comment dire, pathologique. Il faut se laver. Donc il y a la première, c'est-à-dire on passe qui aujourd'hui est en train d'être popularisé en France, le savon noir, on passe par le savon noir. Le savon noir permet justement de faire partir la couche
de peau morte et de poussière, etc., elles qui constituent justement ces sortes, comme de la vermicelle un peu, toute une sorte de, vous voyez tomber de la vermicelle, mais quelquefois plus grosse qu'une vermicelle, mais ça, c'est assez impressionnant à voir pour la première fois. Donc, le lavage, juste comme ça, légèrement tapoté, ça n'enlève pas ces peaux mortes. Il faut s'appliquer. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, il y a un terme, il y a un verbe pour dire ça. Je l'ai oublié. Donc, il y a une sorte... donc, l'arabe, quand il sort du bain, il est comme s'il, en fait, il n'a plus rien. Il est d'une propreté, boum, presque virginale, c'est ça le truc. Après, il a largement le temps, pendant la semaine ou les 6 jours, de récupérer de quoi. Finalement, ça consomme pas beaucoup d'eau, ça préserve les ressources hydriques, et aussi d'un autre côté, finalement, c'est un rituel social que d'aller au bain public. Et puis, on a le temps d'apprécier. On commence vers la fin de la semaine à sentir son corps peut-être se sentir un peu dérangé, mais on voit la différence. Quand on revient du bain public, on est dans un bien-être, on est totalement, on se sent léger et on est comme apaisé. Voilà, il y a une torpeur qui vous saisit, il y a une fatigue bienheureuse. Là, je souhaite à tout le monde de faire cette expérience, mais il faut passer par l'étape frictionnement, par l'étape exfoliation. Donc, il faut enlever les peaux mortes pour ressentir l'impression de renouvellement. Donc, la peau presque à vif, et ça vous donne cette impression-là. Vous avez une peau d'enfer. Donc, la chose est là, le sale arabe, donc ça n'a rien à voir avec le physique ou avec le matériel. Matérialité d'une chose, ça a à voir avec... D'ailleurs, tout ce qui est autre est sale en général. Mais qu'est-ce que c'est sale chez vous? Mais qu'est-ce que la saleté déjà? Qu'est-ce qui est sale? Est-ce que la saleté, c'est... la saleté, c'est tout relatif, la saleté, justement. Nous passons notre temps à essayer de faire semblant. Et parce qu'on est dans des structures d'habitation qui ne permettent pas de cacher la moindre des choses. Donc finalement, la poussière, c'est une obsession. La saleté, c'est une obsession. Obsession vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de ses vêtements. On passe son temps à laver ses vêtements. Évidemment, par rapport à la nature, on voit des tas de molécules dans l'eau qui sont pas bonnes pour la biodiversité, évidemment. Donc, des molécules qui ne se dégradent pas, peut-être, ou surtout pas entièrement. Donc, il y a un empoisonnement et une modification, je sais pas, de l'eau, que peut-être ces molécules-là, on va retrouver dans l'eau qu'on va boire. Donc, il faut savoir ce que l'on fait. Donc, espacons, essayons d'accepter une dose, comme aujourd'hui, de saleté. Là, on revient sur des choses de notre temps, de notre immédiateté. C'est-à-dire qu'il faut accepter de porter des vêtements qui ne sont pas très neufs, parce que c'est bon pour l'idéologie que tout le monde finalement semble accepter ou semble revendiquer. La protection et finalement la réduction de l'impact ou de la réduction de notre
comment dire, de notre poids sur l'environnement. Tout ce qu'on fait a finalement un impact sur l'environnement. Donc il y a un prix à payer. On va réduire justement le prix. Donc en portant des vêtements relativement assez usagés, en se lavant pas trop souvent, là aussi on réduit un peu le cycle de l'eau sale qu'il faut envoyer tout le temps, pour qu'elle soit avec des produits chimiques, qu'elle soit nettoyée, pour remise dans la nature, etc., etc. Ce cycle infernal qu'on a mis en marche. Donc, quand on parle décroissance, on parle un peu, d'une certaine façon, s'accepter comme on est. On n'est par définition un être qui se salit et accepter un certain degré de saleté. Et finalement, cette idée qu'on se fait de la saleté va falloir un peu s'en passer. Surtout pas en recourant au parfum, parce que là aussi on relance l'industrie chimique. C'est pas ça. C'est d'accepter que l'autre est un peu d'odeur. Pas excessif, mais un peu, qu'il puisse sentir un peu. Au moins, pour une fois, on se dit, tiens, je savais pas que j'avais de l'olfaction. Là, je me rends compte, oui, parce que généralement, notre système olfactif est tellement peu performant qu'on sent pas, alors qu'en fait, nous tous, nous sentons fort, mais notre odeur, on ne la sent pas. Donc, sauf que quand nous laissons s'accumuler des tas de de peaux mortes et de choses sur notre corps, à ce moment-là, on commence à sentir notre odeur. Mais sinon, dans le commun des jours, on sent pas notre odeur. Donc, finalement, ce n'est pas c'est pas la description d'une réalité. Arabe sale, arabe égale sale, non. On pourrait dire très bien l'italien aussi, sale rital. Sale espagnol, sale, tout le monde est sale finalement. Tout le monde est sale sauf les gens qui ne le sont pas, qui ont décidé que eux ils le seraient pas. Tout le monde est sale sauf moi et sauf les gens que je désigne. Mais les gens que je désigne comme des sales, ils le sont sales. Voilà, ça dépend. C'est vraiment très très subjectif, c'est arbitraire, c'est quoi ça? Donc finalement, ça l'arabe, c'est pas que je me perds, je sais pas comment traiter ça, finalement. Et il faut surtout pas coller, là j'aurais voulu en faire une sorte de performance, mais j'ai pas le courage, j'ai pas le ventre pour ça, j'ai pas assez de force. Bon, je veux pas que ça passe non plus. Ça fait déjà des jours que j'ai ça en tête. Ça fait 3 ou 4 jours. Donc, et puis, ce qui est à relever, c'est que on va dire à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui il y a des conditions, une situation un peu spéciale, qui fait que l'on peut s'adresser à celui qui a l'air d'être un étranger pour le rabaisser. Parce qu'il serait lui aussi responsable dans ce qui s'est passé. Donc, tout étranger est finalement complice et responsable de l'assassinat de celui que vous savez, de près ou de loin. Tout le monde, tu la portes sur ton visage, cette responsabilité. Donc, mais au lieu d'être en accord avec le moment, de dire, voilà, sale musulman, pourquoi sale arabe? Sale musulman, sale arabe, ça renvoie à une époque. Bien sûr, on a trouvé autre chose, parce qu'il y a autre chose qui est pire que sale arabe. Je ne la dirai pas, parce que je refuse de la dire, mais il y a une insulte qui est encore pire, qui sort réellement. Ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas un simple niveau à ces histoires-là. Il y a plusieurs niveaux. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un arabe
Mais lui, il se disait, peut-être pas arabe, mais il se disait, il est marocain, mais il se disait pas marocain. Donc c'est quelqu'un qui se situe dans une extériorité à son aire géographique d'origine. Donc je sais pas. Les gens de Tanger, les Tangérois ne sont pas marocains. Mais ils sont où? Ils sont quoi? Ils sont Tangérois, ils sont tout de même africains. Ils font partie du continent. Ils ne sont pas espagnols. Si on demande à un espagnol, est-ce que les gens de Tanger sont de votre côté? Non. Ils sont africains. Et eux, ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne sont pas des gens du Maroc. Voilà. Il y a une coupure. Mais voilà, donc quelqu'un qu'est-ce qu'il dit? Donc, lui, il disait, pour insulter, pour rabaisser, dégrader les gens, il les appelait les insectes. J'en ai déjà parlé, et ça m'avait fait penser à cette histoire, à cette injure, à cette infamie inventée par les Israéliens concernant les Palestiniens qui étaient responsables de quelque chose, les nuisibles. Et pour moi, donc les nuisibles, évidemment, ça touche, si on prend un livre du code de la chasse, les nuisibles, ça peut être des oiseaux, de la famille des oiseaux, ça peut être de la famille des rongeurs, mais moi j'ai pensé à la famille des insectes, donc les rongeurs, ça peut être, voilà, donc les nuisibles, voilà, donc c'est les blattes, c'est les cafards, donc on sait l'image atroce qu'on a des cafards, et puis ça peut être, je sais pas moi, tout ce qui nuit finalement, tout ce qui nuit et tout ce qui est nuisible. Et quand on lit le livre, le code de la chasse, on se dit mais c'est pas vrai. La pie est considérée comme nuisible. Les corbeaux les corvidés sont des nuisibles, tous les corvidés. Après, il y a d'autres choses auxquelles on pense pas. Ça n'a pas l'air si nuisible que ça. Un renard peut être encore considéré comme nuisible. Et donc, tout ce qui est nuisible a le droit à une mort sans aucune exclue, sans aucune, comment dire, il n'y a pas de question à se poser, on tue les nuisibles. Donc c'était une catégorie encore plus dégradée ou dégradante que la catégorie de terroriste. Donc un terroriste, c'est quelqu'un qu'on peut légitimement abattre sans sommation. C'est quelqu'un qui a fait le choix de sortir de l'espèce humaine, donc qui finalement est un assassin de masse, il y a plein de choses que l'on associe au mot terroriste. Et ce n'est pas quelqu'un qui veut faire régner la terreur, comme ça, psychologique, par, je sais pas, par un effet, je sais pas, un effet littéraire ou un effet, c'est quelqu'un qui veut faire naître une peur presque, comment dire, une peur générale, une peur qui va toucher à tous les aspects de la vie. Vous n'avez plus si à ce moment-là, on pourrait un peu allonger un peu la définition, dire les financiers, ce sont aussi des terroristes. Les politiques, dans certains moments, sont aussi des terroristes parce qu'ils mettent les gens dans une situation de terreur sociale et économique. Quand vous avez quelqu'un qui provoque par sa politique la crise de 2008, ben vous dites pas que c'est quelqu'un qui s'est trompé, vous dites que c'est un terroriste parce qu'il a mené la ruine et il a privé les gens de leur vie, de la sécurité à laquelle ils avaient droit. Donc le terroriste, c'est celui qui prive les gens de la sécurité, qui les touche dans leur intégrité globalement. Donc, l'invisible. Et moi là-dedans, on disait, et j'ai emprunté ça, on disait,
de ceux qu'on mal estimé que c'était des déchets. Ezvel, les déchets. On disait pas le hashara, l'insecte. Donc le nuisible, on disait les déchets. Et moi, dans une situation dans laquelle j'ai eu à faire une explication avec quelqu'un d'arabe, j'ai failli dire ça l'arabe. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire. C'est que vous vous êtes réduit finalement à vous sentir tenté d'utiliser l'insulte contre celui avec lequel finalement on a l'habitude de vous confondre. Vous voyez que celui qui est en face, qui a l'aspect d'un arabe, mais qui vient vers vous, non pas en tant qu'arabe, mais en tant qu'individu, il est prêt à se battre avec vous. Il est prêt, il vous en veut. Il ne dit pas, je fais d'abord prévaloir le lien arabe, je le fais, comment dire, c'est quelque chose que je prends en considération en premier. Et c'est la chose la plus importante. Non, un arabe va vous tuer, un arabe va vous blesser, un arabe va blesser un autre arabe en France. C'est ça le problème. C'est que finalement, vous pouvez, à un moment, dire, penser que vous seriez mieux en France sans les Arabes. C'est ça qui est, ça peut amener des choses totalement ahurissantes dans qui s'appelle, je dis pas son nom, qui est finalement, se retrouve en France à être la campagne ou des milieux d'extrême droite, qui eux, évidemment, pour eux, les non-européens, les halogènes sont des nuisibles, alors qu'il faut évidemment écraser, non pas écrasant l'infâme, mais écrasant l'halogène. Et elle, je sais pas, à un moment donné, j'imagine qu'elle doit être d'une certaine façon, je dis pas la pauvre parce que c'est pas une pauvre, parce que c'est quelqu'un de très efficace et de quelqu'un de très engagé dans sa démarche. Donc à un moment donné, je sais pas, à un moment donné, elle doit se sentir un peu dans une sorte de contradiction. C'est impossible. Elle ne peut pas. On peut pas renier. On peut pas renier, c'est impossible. Alors, je dirais, c'est comme voilà quelqu'un qui accepterait finalement de dire je me sépare, c'est mon bébé, mais j'accepte qu'il soit séparé en deux. Le jugement de Salomon, alors à ce moment-là, il ira jusqu'au bout. Et finalement, on séparera le bébé pour donner à chaque mère, à chaque femme prétendante, une partie de l'enfant. Donc finalement, cette personne, elle doit, je sais pas, vivre la moitié de la journée en anti-arabe total, anti-islam, anti-arabe, c'est un peu la même chose, et puis le reste de la journée, je sais pas, quand elle dort, etc., elle doit vivre en anti. À ce moment-là, elle redevient arabe. Je sais pas, c'est impossible à effacer. Culinairement parlant, référentiellement parlant, imaginairement parlant, nostalgiquement parlant, c'est impossible. On peut pas. Je peux pas dire que j'ai essayé. J'ai peut-être eu envie à un moment donné de laisser de côté certaines choses. J'ai pas réussi. On réussit pas. Si moi j'ai pas réussi, personne d'autre ne réussit. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Parce que je suis lié à ma mère, je suis pas lié à une terre, je suis lié plus à une mère, je suis lié à quelqu'un. Et je trouve plus de raisons d'être dans ce lien, dans la conservation de ce lien, que ma mère, j'ai un lien avec elle qui ne pourra jamais être défait. Tandis que les gens que je rencontre, le lien va et vient. Il y a des gens avec lesquels j'ai eu un lien très fort, puis il n'y a plus rien de ce lien. Donc finalement avec la mère, par contre, je peux rien faire. Même si je peux l'avoir quittée pendant longtemps, mais la mère, je reste
une sorte de projection de la mère. Moi, je continue le corps de ma mère et le visage de ma mère et un peu peut-être la psychologie et les rêves de ma mère. Je continue d'exister, de faire exister ma mère de par ma propre existence. Donc on est dans une situation, dans une sorte de qui n'est pas du tout évidemment que rien ne peut approcher, ou c'est une situation un peu donc voilà, c'est le lien où c'est le lieu où on a sa mère. Peut-être pas son père, on élimine le père, mais on garde la mère. Parce que sans la mère, il n'y a rien. Donc voilà, c'est clair et net. Et donc le problème est que voilà, donc c'est ça le paradoxe et la chose étonnante dans ces affaires-là, c'est que moi je deviens finalement c'est quand l'ennemi ou si l'on peut dire ou celui qui il réussit quand il vous fait finalement là aussi parler comme lui, quand il vous fait entrer en tête ou en cœur ou en souhait ses propres souhaits. Vous dites il y a trop d'étrangers en France, il y a trop d'étrangers en France, c'est un non-sens parce que pour comment on peut appeler ça, le xénophobe, il n'y a pas trop d'étrangers en France, c'est pas une question de trop, de quantité, c'est une histoire d'étrangers. Il y a des étrangers en France. Alors qu'ils soient nombreux, pas nombreux, c'est le fait qu'ils soient en France. Ah, les étrangers, bon, avant, il y avait les Italiens, c'était aussi des étrangers. Aujourd'hui, c'est difficile de faire la distinction entre un Italien et un méridional. Mais, d'accord, on va dire, tiens, on va se focaliser sur les Africains du Nord. Ah, tout ce qui ressemble à un Africain du Nord, voilà, c'est un allogène à la 20e génération. Il sera toujours un allogène, donc il faut qu'on nettoie. Alors on va trouver, on va faire des analyses ADN, on va faire ceci, on va faire cela, et puis on va trouver un marqueur qui va faire, voilà, toi tu rentres. Hein. Moi je connais quelqu'un, une union mixte, et l'enfant porte le nom d'Orion. Et ce qui est intéressant, c'est que, je m'en souviens parce qu'il y a eu quelque chose sur une chaîne de télé sur Dorian Gray, et donc finalement, alors qu'est-ce qu'on va chercher en lui? Le prénom, il n'est pas arabe, il n'est même pas français. On va dire, on va chercher quand même. On va chercher. Donc on va faire comme pour les juifs, on va faire remonter. Il y a dans vos ancêtres un juif. Donc vous êtes juif, voilà, vous êtes juif. Mais vous êtes juif. Il y a ça. Donc le problème est là. Donc on peut pas dire il y a trop d'étrangers. Là à ce moment-là, non. Je suis dérangé parce que je peux être dérangé parce qu'il y a une concurrence. Il peut y avoir une concurrence sur les lieux, sur le lieu d'habitation, parce que pour des raisons économiques, il peut y avoir un sentiment, je sais pas. En France, vous êtes en France. Il y a eu, alors c'est une thèse sur laquelle je reviens, à un moment donné, il y a eu les Français, ou dit tels, ou appelés tels, et il y a eu les Arabes, ou appelés tels, donc dans des Rifains, dans des Berbères, tout ce que l'on veut, mais un nom générique arabe. Voilà, comme pour cette histoire d'épicier arabe, qui est en fait un épicier berbère. Il n'y a pas d'épicier arabe, ni en France, ni au Maroc, ni ailleurs. Tous les épiciers, ou presque, sont des berbères. Donc dire l'épicier arabe, c'est une sorte, c'est un non-sens total. Mais bon, c'est l'épicier arabe. Alors il s'appelle Mouha, il s'appelle Hassan, mais on ne fait pas attention, on n'a pas l'habitude. Pour quelqu'un du Maroc, il sait Hassan, Hussein, c'est berbère. Voilà, Saïd, Mouha, Mohamed, voilà, tout ça. Donc ça fait ça. Donc le problème est que donc
il y a une sorte de face à face. On est les voisins, on a une histoire ensemble, une histoire faite de douleur, beaucoup de douleur, par certains côtés, douleur partagée, mais beaucoup de douleur, et on a pris le temps, a pris beaucoup de temps, pour un peu faire avancer un peu. Ça veut pas dire qu'on a fini le chemin, mais on avance, et ça va prendre du temps. Donc d'un seul coup, alors qu'on est dans une sorte de face à face, une sorte d'intimité, un peu intimité tendue, intimité agressive, intimité, d'un seul coup, cette intimité n'existe plus. Elle a éclaté et c'est un Indien qui arrive de Sri Lanka, réfugié du Sri Lanka. C'est un Nigérian. Nigérian, il est anglophone, qu'est-ce qu'il fait en France? Avant il y avait les Sénégalais, maintenant il n'y a pas que les Sénégalais, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Alors on trouve de tout le monde. On trouve donc des Indiens, tout court, qui viennent d'Inde, on trouve des Chinois, on trouve des Vietnamiens. Les Vietnamiens, ça fait un moment aussi, mais on trouve des au début, il y avait les Chiliens. C'était évidemment par rapport aux années 70, le coup d'État de Pinochet, donc les Chiliens, c'était des réfugiés. Mais les Nord-Africains, c'était la main-d'œuvre, c'était les étudiants, c'était ceci, cela, et c'est tout. Après, les boat people vietnamiens, et puis on va trouver d'autres populations, les Bangladeshis, etc. Voilà. Donc les Pakistanais, normalement, ces populations-là allaient en Angleterre. Qu'est-ce que fait un Pakistanais en France? Je me le demande. Mais on va trouver. Donc finalement, comme on appelle ça, sorte d'entretien un peu, le huis clos, voilà, j'ai retrouvé le huis clos franco-africain du Nord n'est plus. Il a disparu. Donc le huis clos, il a éclaté, et même, je le redis, même il m'est arrivé de voir quelqu'un venant d'Algérie qui était habillé comme un prince. Il avait un habit de prince. Pas multicolore, pas à l'indienne, un peu trop, mais il y avait une majesté dans cette totale, mais un habit traditionnel majestueux. Voilà. Donc comme un caïd, comme un haut responsable, comme vraiment quelqu'un qui avait de l'autorité. Alors je sais pas qui c'est, j'ai pas demandé, etc. Mais j'ai vu. Bon, ça fait longtemps, j'ai plus tellement la vue en tête, mais voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, personne ne pourra m'aider. Finalement, donc je disais le huis clos entre j'ai oublié. Donc finalement, je vais essayer de me rattraper autant que possible. Je disais qu'on avait un long chemin à faire, mais des deux côtés peut-être, je sais pas. J'essaie d'être un peu modéré dans mes propos, de pas trop faire porter la responsabilité sur la partie que vous pouvez deviner, mais donc cette histoire de donc finalement le chemin c'était de se fondre dans le commun, d'être comme le commun, de plus se distinguer par un habillement, par un accent, par une façon de faire, par un tutoiement, c'était quelque chose comme ça. Et donc ça aurait, on serait parvenu à une sorte de fusion, voilà.
c'est normal, je sais pas, dans cette histoire, de proximité, il y a l'Espagne, pourquoi l'Espagne, elle est un peu oubliée dans cette affaire, bon, mais il y a moins de distance pour aller en Espagne que pour aller en France, mais voilà, donc, c'est la France. Ça aurait pu être l'Espagne, mais il y a l'Espagne dans le nord de l'Afrique, mais pas tant que ça. C'est plus la France qui a pris l'initiative d'aller, bon. Ce qui fait que on est là, et on n'a rien réglé. Et on n'a rien réglé, on se retrouve à nouveau dans ces choses que l'on pouvait, évidemment, dire aux anciens Arabes colonisés ou protégés, peu importe, mais les Arabes qui étaient dominés tout de même, oui, ça l'arabe. Et puis l'arabe pouvait rien dire. Peut-être qu'il comprenait même pas. Il faisait que sourire. Il entendait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Quand on comprend pas, en général, on est embarrassé. L'embarras se traduit par un sourire gêné. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis désolé de pas comprendre. Tu viens de m'insulter, ça l'arabe, ça ceci, ça cela. Donc finalement, et puis, je me rappelle, on m'a dit que les Français, au Maroc, ne buvaient pas, vérité ou pas, en tout cas, ne buvaient pas dans les verres des Arabes. Donc, il devait y avoir des cafés ou les endroits où les Arabes n'avaient pas droit d'entrer. Et puis, si ça arrivait, donc c'était à ce point. Mais le problème des Arabes, c'est qu'ils ne comprenaient pas le français, ou très peu. Et donc, ils ne pouvaient pas rétorquer, répondre, se défendre. Donc, à partir du moment où on comprend la langue du puissant, la langue du dominateur, le dominateur ne peut plus se cacher. Bah, bien sûr, il fuit, il se cache. Derrière, il revient aux vieilles ficelles. Ça, l'arabe, il croit que avec ça, ça va, les Arabes vont plus savoir quoi, où se mettre, ils vont tous entrer sous terre. Non. Il pense que, oui, c'est des non-blancs. Vous n'êtes pas des blancs. Donc ça y est, il a inventé ça pour faire la différence. Sauf que, par exemple, je me rappelle cet idiot utile de l'extrême droite, qui est d'origine marocaine, à la télé, elle tranche pas. Elle est tout aussi, la même couleur, la même nuance, tout aussi rose que le reste. Est-ce qu'elle se teint pour paraître, est-ce elle se fait des fonds de teint pour essayer de paraître la plus rose possible, pour pas qu'on dise qu'elle est, comment on appelle ça, qu'elle n'a pas la peau claire. Est-ce que c'est clarifier la peau exprès pour paraître plus, En tout cas, nous, normalement, les concernés, on va pas se blanchir, on va pas faire comme ceux appelés noirs, qui vont essayer de se clarifier la peau pour, voilà. D'ailleurs, ça marcherait pas. Il faut avoir la peau très foncée pour pouvoir la faire blanchir. Sinon, un peau un peu entre les deux, pas possible. Donc, simplement, moi, quand je vois une différence, peut-être, mais cette différence, je la constatais déjà chez moi. À l'endroit où je suis né, je constatais déjà qu'il y a des nuances de couleur, ou des nuances dans la coloration des peaux. Mais bon, ça a introduit une petite, les traits clairs de peau, ils avaient l'air de la jouer au teint. Ceux qui étaient un peu plus foncés, c'est un peu paysan, un peu les gens de la campagne. Mais on n'avait pas besoin de ça. Les gens de la campagne, de toute façon, qu'ils soient clairs de peau ou pas, c'est les gens de la campagne, c'est des paysans, c'est des sous-développés. Donc, fondamentalement, le côté un peu, comment dire, discriminatoire, c'est une chose qui n'est pas nouvelle pour celui qui vient du Maroc quand il vient en France. Il a l'habitude de la discrimination. La discrimination un peu partout, évidemment, selon la chromatie et ce critère chromatique, et puis sur d'autres critères, etc. Mais voilà, donc l'affaire, elle est là. L'affaire n'est pas réglée pour autant. J'ai pas beaucoup avancé. Donc,
je me perds un peu dans mes propos parce qu'il y a beaucoup à dire, hein, et c'est ça la question. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pas un sujet qu'on peut régler comme ça ou expédier en quelques mots, en quelques phrases. Non, ça demande. Mais comme aujourd'hui le mot imaginaire, et il est un peu partout, c'est inscrit dans l'imaginaire profond. J'allais dire, c'est inscrit dans l'inconscient profond pour que ça vienne jusqu'à une petite fille, j'allais dire toute innocente, sauf que évidemment elle ne l'était pas. Les enfants polymorphes, je sais pas, pervers polymorphes, comme disait un certain machin. Donc quelque part, il n'y a pas d'innocence. Il n'y a pas d'innocence. Et donc, elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait qu'elle disait quelque chose qui pouvait faire mal. Quelque chose. Donc, voilà les générations. Les générations, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien c'est toujours la même crasse. La même commisération, et on a le droit d'être dégoûté par les vieux, par les jeunes, par les pas jeunes. On a le droit d'être dégoûté par tous, d'être aussi dégoûté par soi-même, parce que on n'est pas net, on n'est pas pur. Ah, c'est clair, on est tous, moi-même, tous des impurs. Et on a tous des façons de structurer notre rapport aux choses. Donc il y a des gens que l'on respecte, des gens que l'on respecte pas, mais cette tendance quasi un peu, je sais pas, héritée d'un milieu, héritée d'une disposition psychosociale, on la combat, on l'accepte pas, on combat l'infamie partout, même et surtout en soi d'abord, c'est ça, le djihad akbar, le grand djihad, c'est ça, c'est combattre ses propres inclinations quand on les considère comme pas légitimes. Donc le côté illégitime, il faut savoir le combattre, le débusquer, le désigner et le mettre au pilori et s'en débarrasser. Il ne faut pas, sous prétexte évidemment des mauvais comportements de l'autre, penser que l'on est soi-même, on est soit pas du tout pur et sans tâche. Non, il y a des choses. Mais en tout cas, voilà cette histoire de sale arabe dit-elle, en pensant bien dire ou mal dire, en pensant mal dire. Et c'est marrant parce que cette histoire, aujourd'hui, différemment d'il y a quelque temps, aujourd'hui il y a des gens qui portent des noms arabes et moi je pense, Wajdi Mouawad, je sais pas si Wajdi Mouawad, lui qui a le droit à tous les honneurs, si par hasard il tombe sur cette insulte, qu'il entende un sale arabe, est-ce qu'il va dire moi je suis libanais, je suis pas concerné, je suis libanais, je suis pas arabe, mais je pense pas qu'il soit arménien, libanais mais pas arménien. Donc moi je dirais que les libanais arabes, mais arabe c'est plus par la langue, c'est celui qui parle l'arabe, c'est pas l'arabe, l'arabe c'est celui qui parle l'arabe. Voilà, c'est ça. Un arabe, évidemment, un arabe de l'Occident africain, et c'est un arabe du Levant, ils sont arabes tous les deux, mais ils ne se ressemblent pas tant que ça. Donc l'arabe, c'est ce qui coiffe l'ensemble, c'est ce qui permet de créer des transversalités et des rencontres et créer un continuum. L'arabe, c'est plus une culture, c'est une langue, une culture, une façon de s'inscrire dans le temps, dans l'histoire, un imaginaire, des préférences culinaires notamment, et puis une richesse, la richesse de la langue, la richesse des lieux, parce que les lieux aussi sont importants, des lieux très différents.
Donc voilà. Et puis la capacité des Arabes qui nous ont démontré, ou ceux appelés Arabes, dits Arabes, ont montré à finalement à se hausser au même niveau que les autres. Les Arabes sont partout, aucun problème finalement à exister dans tous les domaines. C'est un Arabe, ce n'est pas quelqu'un à qui il manque de l'intelligence ou qui manque une capacité quelconque. Voilà. Il y a des Arabes qui ont réussi, qui sont finalement qui participent, parce qu'aujourd'hui la recherche est une recherche collective, qui participe à la mise en place de tout ce qui est en train d'être proposé, et puis même de ce qui a été proposé. C'est le travail aujourd'hui, évidemment, est un travail de contribution universelle. Tout le monde participe, évidemment, j'allais dire, à créer les nouvelles conditions d'existence. Je rentre pas dans ce volet-là. En tout cas, c'est presque anachronique. Le mot salarabe, ça paraît presque anachronique. Et pourtant, apparemment, ça résiste. C'est éternel. C'est une chose qui survit. Comme la mauvaise graine, voilà, ça survit, ça disparaît pas. On a beau finalement utiliser tous les paravents, finalement se protéger comme on peut. Bah, finalement, on peut un peu vivre à l'abri de ça, et puis pendant des années, des décennies, puis pof, on entend le mot salarabe. Quelque part, je dirais, pour faire un peu, je sais pas comment dire. Évidemment, de côté, les Arabes, les défendre, c'est pas tellement très intéressant, parce que les Arabes, finalement, ici en France ou ailleurs, les Arabes, c'est pas vraiment ce qu'il y a de les Arabes, ils pratiquent la politique de la division. Ils sont comment on appelle ça, ils se balkanisent le plus possible. Ils ne constituent pas une communauté. Évidemment, dans certains moments très particuliers et très courts dans le temps, c'est les moments où ils vont à la mosquée. Là, ils font un peu dans l'universel. Sinon, en dehors de la mosquée, ils font beaucoup dans le local. Alors le local, à la manière des Arabes ou des Berbères, c'est se regrouper par affinité linguistique, affinité géographique, exclure tous les autres qui ne rentrent pas dans ce local importé. Voilà, le local importé. Voilà une chose. Alors, quand on parle de communauté, je veux dire, laissez-moi rire, la communauté arabe n'existe pas, la communauté ceci ou cela n'existe pas. Ce sont des regroupements basés sur j'allais dire, des intérêts ou des fidélités à des lieux et à des groupements, je sais pas comment dire, c'est beaucoup plus finalement les choses auraient été plus faciles si les choses étaient simples, mais finalement on trouve là on pensait qu'il y avait une sorte de bloc monolithique, on trouve une sorte d'hétérogénéité absolue. Il n'y a pas plus différent il n'y a pas plus différent qu'un arabe et un arabe. Voilà la chose. On peut rencontrer quelques petites choses, mais finalement, on peut, voilà la question, on va fuir l'arabe, parce que, évidemment, pour des tas de questions, et là c'est un sujet qui mérite d'être traité à part, parce que là j'ai plus envie. Donc en tout cas, parce que finalement on veut pas, on est en France et on veut pas être
C'est-à-dire, déjà, il y a une discrimination, il y a une distanciation, une mise à l'écart, et le fait de vivre entre soi fait que cette mise à l'écart se creuse. Donc déjà, on est mis à l'écart. Si on fait arabe, on va ressentir encore plus durement la mise à l'écart. Donc on veut aller vers l'autre, qui n'est pas l'arabe, qui n'est pas le semblable, pour essayer de se sentir partie prenante de ce territoire. Mais ce territoire nous est fermé. Ce territoire, on va continuer d'être considérés comme des illégitimes. Illégitimes. Voilà la question. À partir du moment où on va se dire, elle est légitime, cette personne, elle est légitime là où elle est. Elle n'a pas des droits, je veux dire, des droits un peu comme ça, c'est symboliquement parlant, c'est pas des droits politiques, c'est des droits symboliques. Symboliquement, elle fait partie de ce territoire. C'est pas parce que cette histoire a payé ses impôts, non, parce qu'elle vit, tout simplement. On va pas lui demander, est-ce que tu payes tes impôts? Celui qui ne paye pas, qui n'a pas d'impôts à payer parce qu'il n'a pas de revenus, on va lui dire, toi, tu contribues pas à la richesse nationale, donc on peut te virer. On t'exclut. Non. Celui qui est là, il est là. Il est là parce que il est là. Ben, tout simplement, la légitimité de la présence. Je suis là. Ben, voilà. Est-ce que je participe à la vie de là où je suis? Ben, je n'en sais rien. Ben, je participe au phénomène de la société actuelle, la dissociation, l'isolement. Moi aussi, je vis l'isolement comme le vit un autochtone pure souche. Je le vis pareil. Il y a des phénomènes de dissécation, des phénomènes de je sais pas quoi. Eh ben, j'en souffre pareil. Je suis un représentant comment dire, un bon représentant de l'état de la société. Je vis dans la solitude parce que c'est le travers actuel. Il n'y a pas de lien social, ben, moi non plus, j'en ai pas, puisque la plus grande partie des gens n'ont pas de lien social. Donc, voilà, ben, en ce sens, je suis représentatif du lieu où je suis. Je sais pas, j'ai tenté, j'ai essayé, ben, j'ai été éconduit de partout. Éconduit de la mémoire des gens, de leur esprit, de leurs préoccupations, de leur vie, de leur présent, même de leur passé, j'étais éconduit. J'y peux rien. Et je suis pas le seul dans ce cas. Donc, voilà comment on peut, je force un peu pour continuer, mais j'ai envie d'arrêter. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourtant, donc, l'ennemi, voilà, pour clore l'ennemi, c'est un arabe, pour moi l'ennemi c'est un arabe, et l'ennemi c'est aussi un français. Donc l'arabe peut très bien me dire, le français peut me dire, rentre chez toi, sale arabe, mais l'arabe, lui, peut me donner un coup, peut me faire mal physiquement. Voilà la chose. Voilà l'alternative, enfin, où je suis. J'ai pas d'autre choix. Un arabe, il va voir un autre arabe, et, ben, il va pas le considérer comme un frère. Il n'y a pas de fraternité arabe. Il n'y a même pas de fraternité française. C'est un vœu pieux. C'est juste des mots. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas de fraternité islamique, il n'y a pas de fraternité arabe, il n'y a pas de fraternité nulle part. Donc, j'essaie de me protéger de l'un et de l'autre. Voilà, je reste à l'écart, puisque tous ces groupes-là, ces deux groupes-là, ces deux blocs, vont essayer finalement de me faire du mal si je me mets à les fréquenter. Voilà, un coup, ça va apparaître sale arabe, sale foncé, sale pas blanc, voilà, sale pas blanc. Oui, c'est ça. Donc, la question, le côté, l'intelligence, la perspicacité, la capacité d'analyse, les talents d'une personne, ses intuitions, finalement sa créativité, ce qui fait qu'elle peut amener quelque chose à la collectivité.
tout cela est invisibilisé, tout cela est minoré, ignoré, déconsidéré. Tu ne peux rien apporter. On a besoin de rien venant de toi. Ni du côté des Arabes, ou dits Arabes, ni du côté de ceux dits Français, ou dits Français de souche, ou etc. C'est niet. Voilà. Et cette époque, cette situation est quasi universelle, cette situation dans laquelle l'individu qui a lutté longtemps pour arriver à ce statut d'individu, finalement à ne plus dépendre d'une communauté, pour pouvoir vivre un peu moins contrôlé, moins et puis finalement, on peut se poser la question, est-ce que d'un côté, si on est membre d'une communauté, quelque part on jouit un peu du soutien de la communauté, du groupe, tandis que seul, d'accord, je peux professer ce que je veux, ou presque, j'insiste sur le presque, mais je suis seul. Je peux dire ce que je veux, mais j'ai personne pour m'écouter. Je peux le partager avec personne, puisque chacun est enfermé dans son monde, et finalement dans son isolat, voilà. Donc voilà, j'ai fini, à bientôt.